J'ai mon carnet avec mon stylo, moi. Je suis très studieux. Et c'est la première fois qu'on interviewe un député. Oui, c'est vrai. C'est notre premier député. Il n'a plus que 576 pour avoir tout le Pokédex. Sachant qu'on les veut pas tous, parce que là, Non, c'est ouais. facho. Oula, putain. Il est là. Je te laisse. On commence Si t'es chaud, ouais, moi j'ai mon carnet. Je vais refaire la scène au passage. Évidemment. Salut. Bonjour. Ah, Euh, on ne vous entend pas. Salut, vous m'entendez? Ah oui, c'est bon. Ouais, là c'est bon. Ok, super. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup bonjour. d'être là. Est-ce que vous préférez qu'on se tutoie ou qu'on se vous voit? Oh, le tutoiement, c'est bon. Allez, Ok. On Ça se nous tutoie, y va. a pas de souci. c'est On parti. préfère alors. aussi. Ouais, pareil. Ok, bah d'abord merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait très plaisir. T'es le premier député qu'on reçoit, donc on a déjà reçu d'autres invités dans ce format-là à deux et tout parce qu'on on se complémente assez bien avec Pastèque Caché, mais c'est la première fois qu'on reçoit un député, donc ravi que ce soit avec toi. Donc si ça te va, je fais une petite présentation rapide. Après tu me dis si c'est ok, ça va être très basique. Après tu pourras compléter et, euh, Pas de et souci, allez. on commence. Ok. Alors, Davy Riemann, tu es député de la deuxième circonscription de la Guyane. Si j'ai bien compris, c'est la deuxième plus grande circonscription de France en taille terrestre, donc en surface. La première, La première? Ah, ok. c'est la plus grande, 54 C'est la- 000 km². Ok. Ok. Et tu es aussi président de la délégation Outre-mer à l'Assemblée nationale. Du coup, euh, je serais assez curieux de savoir c'est quoi cette fonction-là, parce que député, on comprend à peu près ce que ça représente, mais c'est quoi être président de la délégation? Pourquoi est-ce que c'est important de le préciser? Et du coup, voilà, je te laisse la parole. Ça roule. Alors oui, effectivement, je suis depuis 2023 président de la délégation aux Outre-mer. Donc, c'est une élection qui se fait entre 54 membres. Il y a 54 membres dedans. Donc, il y a les 27 députés des territoires dits d'outre-mer. Et ensuite, il y a 27 autres députés dits de l'Hexagone. Et donc, ça fait 54 en tout. Et donc, les 27 députés de l'Hexagone, ils sont au prorata de leur attachement de leur groupe parlementaire. Plus leur groupe parlementaire est gros, plus il y a de représentants. Mais le tout fait 27. Ok. Et donc, ça fait 54 membres en tout. Je suis le président élu donc, par les membres directement. Et donc, ça consiste en quoi? Ça consiste effectivement à travailler sur les dossiers spécifiquement des territoires d'outre-mer. Avec les 27 autres députés hors ultramarins, ça permet effectivement, c'était pour que lorsqu'il y a un travail en commun, ils puissent comprendre quelles sont nos réalités, les difficultés, afin de eux-mêmes aussi, au travers de leur groupe parlementaire, de l'expliquer, afin que les bonnes décisions soient prises au niveau du Parlement. Bon, vous avez bien compris que nos chers collègues, pour la grande majorité hors ultramarins, ça ne les intéresse pas vraiment. Il y en a qui viennent pour certains juste pour des calculs politiques ou électoraux, mais en aucune manière, en réalité, il y a un intérêt particulier. Après, mon rôle aussi en tant que président, c'est d'organiser les auditions, les missions. On fait pas mal de missions d'information sur nos territoires, on rend les rapports. Donc, c'est un travail assez conséquent. Et donc, c'est une coordination, c'est reprendre tous les sujets, tous les problèmes qu'il peut y avoir dans tous les territoires, qu'on puisse les discuter au sein de la délégation parce qu'on n'a pas de commission dédiée à nos réalités. Donc, c'est pour ça à quoi sert cette délégation. Mais il y a une différence non négligeable entre la délégation et les commissions permanentes. Il faut savoir que les commissions permanentes, elles ont un poids politique et un pouvoir législatif que nous n'avons pas au sein de la délégation. Et donc, c'est là que nos travaux et nos actions sont fortement limités au sein du Parlement. Donc, voilà sur les grandes lignes ce qu'est la délégation et quel est mon rôle au sein de cette délégation en tant que président. Ok. Pascal, je te laisse continuer. Il y a juste la fenêtre qui s'est ouverte, du coup, il y a plein de reflets. J'arrive dans 2 secondes. Oui, bien sûr. Nous, on avait donc pas mal de questions à te poser parce que on n'est pas forcément très calé sur le sujet des territoires ultramarins. Et justement, pour une raison particulière, c'est que c'est la visibilité des territoires ultramarins dans la politique nationale, dans les débats nationaux et dans les médias nationaux. Et c'est souvent des traitements avec des angles un peu, comment dire, j'ai pas forcément le mot qui me revient, mais tout ça pour dire que
On trouve que les territoires ultramarins sont très mal représentés, très mal mis en avant. Et on voulait avoir un peu ton ressenti là-dessus, éventuellement ce que tu considères comme étant une des causes de cette non-représentativité. Et est-ce que tu aimerais du coup pour que ça change? Alors, tu as raison, Pastèque, parce que c'est une réalité, hein. On est invisibilisé au niveau de la nation. On parle de nos territoires seulement lorsqu'il y a un problème, un sujet particulier qui aurait une résonance à l'échelle de la nation. Mais sinon, il y a pas d'intérêt particulier. Et cette réalité, elle est due parce que les institutions en elles-mêmes ont été créées comme cela. Les Outre-mer, c'est toujours à part, à la marge. On nous dit oui, mais vous êtes des territoires au sein de la République à part entière. Mais le traitement qui est fait de nos réalités, c'est entièrement à part aussi, j'ai envie de vous dire. Donc, ça me fait doucement sourire. Donc, on est dans une espèce d'hypocrisie généralisée et cautionnée en même temps. Donc, cette hypocrisie-là, elle sointe, elle sue des murs de nos institutions parce que dans les fondements même, dès le départ de la Cinquième République, les Outre-mer étaient. Il faut juste se dire que nous, géographiquement, nous avons un intérêt stratégique pour l'État, mais les populations ne sont pas en premier plan stratégique. Donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend mieux maintenant le traitement qui est fait. Mais aujourd'hui, moi, contrairement à d'autres, quand je dis ça, je ne cherche pas à me plaindre plus que ça. Une fois que j'ai compris ça, c'est à nous maintenant de savoir comment on fonctionne par rapport à eux, comment on évolue nos positions clairement par rapport au système. Et pour finir, certains continueront ce jeu-là que je qualifie de mortifère. Donc moi, je considère que je suis en rupture. Une fois que je t'ai posé la question, une fois, deux fois, tu ne veux pas faire. Maintenant, moi, je te réponds, ben, écoutez, nous, on va se débrouiller, il faut qu'on trouve une solution parce que nous avons des populations qui sont en grande souffrance. Et quand tu dis que cette différence, elle est entretenue à l'échelle institutionnelle, est-ce que tu as des exemples de comment, dans les textes Bah même, oui, peut-être dans la Constitution J'aime bien parce qu'il y a des exemples comme on a plein, mais il y en a un qui me vient à l'idée. C'est celui lorsque le gouvernement a porté la loi sur la réforme des retraites. Donc, il est venu avec ce qu'on appelle un PJL, un projet de loi. Et donc, lorsque le gouvernement est venu avec, lorsque le gouvernement dépose un projet de loi, il a une obligation, c'est d'avoir fait une étude d'impact sur ce que viendra cette loi si elle est votée. Et donc, sur la réforme des retraites, ils ont fait une étude d'impact, mais nos territoires n'étaient pas dans l'étude d'impact. Donc, le Ah oui, gouvernement fait une réforme des retraites qui va s'appliquer partout, mais lorsqu'ils font l'étude d'impact, les territoires dits d'outre-mer ne sont pas dans l'étude d'impact. Et là, on nous dit, ah oui, c'est vrai, pourtant, c'est dans nos territoires qu'on a les populations les plus pauvres, les plus de précarité, donc les personnes en grande difficulté. Donc, il faut une telle réforme, on n'est pas pris en compte. Mais le pire, ça ne s'arrête pas là, c'est qu'une fois qu'on leur fait entendre ça durant les discussions, oui, bon, écoutez, on va organiser une réunion, sinon on va légiférer par ordonnance ou bien par décret. Donc, c'est se moquer du monde. Ça veut dire qu'en gros, bon, vous êtes là, mais on verra après, quoi. Vous oui. n'êtes pas une priorité, tout simplement. Donc voilà concrètement comment se traduit ce que je vous ai dit au préalable. et comment ils ont justifié le fait que les Outre-mer n'aient pas été pris en compte? Est-ce que ils ont dit que c'était juste un oubli C'est ou ça. est-ce qu'il y a une raison Non, à ce niveau-là, il y a pas d'oubli. Ça ne peut pas être de l'oubli. C'est une fois, allez, deux fois, peut-être. Trois fois, c'est voulu. Donc, souvent, je dis que l'État, donc l'appareil étatique, avec toutes ses composantes, est feignant intellectuellement. Ils n'ont juste pas envie de se casser la tête parce qu'ils savent qu'avec nos réalités, quand vous avez 11 territoires ultramarins, vous avez 11 réalités différentes. Oui. C'est 11 réalités différentes, les unes aux autres. Donc, pour moi, c'est juste de la fainéantise. Ils ont un système qui est décliné de telle manière que on prend l'hexagone et ensuite les ultramarins, on verra après. Mais même, regardez, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, lorsqu'ils présentaient la météo à l'hexagone et la Corse, les autres territoires étaient invisibilisés. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous dis, dans tout le système, dans toutes les institutions, Oui. c'est comme ça que le truc, il est drivé. Donc maintenant, encore une fois, je dis à certains de nos collègues, mais une fois qu'on a compris ça, les gars, faut à nous aussi de faire bouger ça et aller faire autrement. Donc, c'est une réalité et maintenant, il faut la combattre, tout simplement. Oui, parce que tu disais, c'est à nous de la combattre, en parlant de toi et tes collègues. Est-ce que tu considères que l'arène législative, du coup, les institutions,
dans lesquelles tu dis toi-même que les règles du jeu sont un peu biaisées. Est-ce que tu as l'impression, depuis ton rôle de député, ça fait 4 ans, hein, je ne dis pas de bêtises, que tu es élu? 2022, en juin, ça Ouais, fera 4 ans. c'est ça. Et est-ce que depuis, donc, avec ce recul de ces 4 ans, est-ce que tu considères que l'arène législative, c'est un endroit où où tu peux justement faire avancer ces combats-là? Certes, en fait, je dirais oui. Je dirais oui, surtout pas parce qu'effectivement, ils vont nous écouter, ils vont entendre, mais lorsque on relaie un certain nombre de choses au sein de l'Assemblée nationale, donc il y a une dimension de la nation, il y a des choses qu'ils n'aiment pas entendre, donc ça les fait réagir, ça les fait bouger. Moi, j'y vais franco avec eux. J'ai dit, je ne suis pas là pour faire du doudouisme ou faire plaisir aux autres. Donc, je ne vais pas mimer certains et certaines. Moi, je leur dis ce qu'il en est. Donc, ça plaît pas. Moi, ça me glisse dessus au plus haut point. Le plus important, c'est que le message qu'on a fait passer, on puisse le faire passer. Le problème qu'on a, c'est que on n'est pas, entre guillemets, à l'unisson sur ces réalités-là. Donc, c'est pour ça qu'à partir du moment où vous êtes en décalage les uns aux autres, bon, eux, ça leur va très bien, hein. Ils s'amusent avec. Mais en tout cas, moi, je peux dire qu'au niveau de mon territoire, avec le député Castor, ils savent très bien quelle est notre position et chaque fois qu'on peut, chaque fois qu'on a l'occasion, on tartine. Et pour autant, il y a des lignes qui ont bougé malgré tout. C'est peut-être à la marge, mais c'est un début parce que Par exemple, avant, comment? par exemple, qu'est-ce qui a bougé? Mais par exemple, c'était sur le foncier. Vous savez, avant nos interventions, l'État est un gros propriétaire foncier en Guyane. Mhm. 90% du foncier appartient à l'État. Nous sommes le Ok. seul département de France où il y a une telle réalité. Tous les autres départements de France, l'État n'est pas un aussi gros propriétaire foncier. Et lorsque des collectivités, donc des municipalités, demandaient du foncier à l'État, l'État leur obligeait à leur dire oui, mais à ce moment-là, vous devez nous fournir quel est votre projet. Si vous ne nous donniez pas le projet qui va avec cette demande-là, on ne vous donnait pas de foncier. Ce qui est complètement ahurissant. On a des communes qui n'ont pas de foncier de disponible pour pouvoir peut-être opérer leur aménagement, construire des logements, des lycées, des écoles et autres. Et là, maintenant, s'il n'y a pas un projet adossé à la demande de foncier, on ne leur donnait pas le foncier. C'était lunaire, on n'a jamais vu ça Ouais. dans l'Hexagone. Et donc, nous, avec le député Castor, on a dit non, maintenant, ça suffit. Vous devez rétrocéder le foncier aux collectivités et aux territoires. Donc, maintenant, vous le faites. Et à force c'était en 2022-2023, l'ancien ministre, donc Carinco, lors d'une réunion de sa venue en Guyane, a officialisé le fait que maintenant les communes peuvent demander du foncier sans en avoir à justifier la finalité. Donc, c'était déjà une avancée dans le Guyane. Mais ce n'est pas suffisant parce que nous, on a besoin que l'État rétrocède tout le foncier qu'il détient et que l'on considère illégalement sur le territoire guyanais. C'est incroyable, vraiment. Mais ça, c'est des sujets qu'on connaît pas, quoi. C'est ça. Mais c'est vraiment fou. Ça me fait penser du coup à une question que j'avais quand on a préparé ensemble avec Pastèque cette interview. Moi, je fais vraiment ce que je fais d'habitude, c'est je commente l'actualité et je remarque que même si je fais des efforts et tout, je remarque que bon, on est souvent dans une position en tant que streamer qui parle d'actu à réagir au cycle médiatique traditionnel. En fait, le cycle un peu, on réagit à pas mal d'interviews qu'il peut y avoir à la télé et tout, parce que probablement c'est des sujets qui ont déjà beaucoup d'attention. Donc nous, en tant que streamer, on sait que notre audience, elle va regarder ça et ça va l'intéresser et tout. Donc on est un peu pris dans ce piège de réagir au cycle médiatique traditionnel. Et du coup, moi, une question, moi, j'ai déjà un peu mon avis là-dessus quand je fais mon autocritique et que je constate un peu comment on parle des Outre-mer dans le cycle médiatique traditionnel, mais je me demande comment toi, tu décrirais l'existence ou le traitement médiatique des Outre-mer dans les médias traditionnels. Zéro. Et voilà, ouais. Nul. Nul de chez nul. Les médias traditionnels, et déjà eux-mêmes, ils nous invisibilisent au plus haut point. Mais là où la chose est encore vraiment plus dégueulasse, c'est que, en fait, quand on parle, nous sommes députés de la nation. Si on parle d'un sujet qui concerne la nation, on ne sera jamais invité. Parce qu'il part du postulat, un député qui est un des territoires d'outre-mer n'a son mot à dire que pour les territoires d'outre-mer. Il n'a pas son mot à dire pour la nation. Sauf que ce qu'ils n'ont toujours pas compris, c'est que nous, en tant que territoire d'outre-mer, on est en avant-garde sur beaucoup de sujets. Quand on parle de transition écologique, quand on parle de Oui. biodiversité, quand on parle d'investissement pour les aménagements, aller vers autre chose sur un développement durable, nous sommes en première ligne déjà. Nous sommes. Quand on parle de résilience face au phénomène, on y est déjà.
et ils ne prennent pas le temps de nous écouter parce qu'on a un retour d'expérience qu'on peut leur apporter sur les analyses sur la question économique, pourquoi ça fonctionne pas. On est encore sur des territoires où vous savez, l'économie est quelque peu administrée lorsque vous savez que sur votre économie, 90% de l'économie, c'est la commande publique. Bon, ça veut dire que vous n'allez pas aller loin avec cette réalité là-dedans. Et donc, les médias traditionnels, de fait, nous excluent. Donc, pour nous, il y a plusieurs discriminations. Il y a discrimination par rapport à la distance, discrimination par rapport aux sujets qui sont exposés. Donc, en gros, pour eux, notre intellect n'est pas assez développé pour avoir un sujet, pour avoir une discussion sur n'importe quel sujet. Et trois, et moi, je n'ai pas le de le dire, une discrimination par rapport aussi à la couleur de peau. Parce que pour moi, lorsqu'on on parle de négrophobie et autres, comme on est sur le territoire, majoritairement, ben, nous sommes des personnes noires ou typées autres que blancs, ben voilà, peut-être pour eux, c'est pas vendeur. Donc moi, aujourd'hui, je n'ai aucun problème à le dire concrètement, que les médias traditionnels participent au système qui permet d'invisibiliser les territoires d'outre-mer et afin que la population française dans sa globalité ben, ne sache pas ce qui se passe chez nous. Si ce n'est pas pour parler de problèmes de tempête, de cyclone, de drogue ou de criminalité, le reste, ben, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas vendeur, vous voyez. Ouais. Donc on est dans cette situation-là. Ouais, Et comment Pardon, vas-y. est-ce que tu vois une solution potentielle à faire évoluer le paysage médiatique là-dessus? Comment est-ce que tu penses que ça peut se faire? Ben, en passant par vous, c'est grâce Pourquoi? à vous, les streamers aussi qui nous donnent la parole, la visibilité. Continuez par ça, continuez à alimenter jusqu'à ce que le plafond de verre, on le fasse péter. Après, dans tous les cas de figure, tous les systèmes alternatifs qui existent, on va les utiliser. Moi, c'est le pari que je fais. Ouais. Et le jour où peut-être nous inviterons, je saurais quoi leur dire en face aussi à ce moment-là. Ouais. Moi, j'allais Oui, du coup, rebondir, pardon. Ah, pardon. Non, vas-y. L'idée, en gros, c'est de se reposer sur les médias alternatifs pour essayer de créer plus d'intérêt dans la population hexagonale sur les enjeux et les choses qu'on peut apprendre des Outre-mer, parce qu'effectivement, dans certains, enfin, vous êtes en avance, quoi. Enfin, les Outre-mer sont en avance sur beaucoup de sujets. Que comme ça, en créant un petit peu de plus de sensibilisation sur ça, peut-être qu'après, les médias traditionnels jugeront utile d'en parler parce qu'ils se diront, OK, il y a un intérêt naissant autour de ces sujets-là et du coup, on va en parler parce que au final, les médias traditionnels sont soumis aux dynamiques de marché, donc ils prennent des sujets qui marchent. Ils choisissent des sujets qui marchent. Oui, mais après, en même temps, ça permet aussi de valoriser les médias alternatifs parce que vous oserez faire ce qu'ils ne font pas, vous oserez dire ce qu'ils n'osent pas, vous oserez aller là où ils n'osent pas aller. Et donc après, vous gagnerez en crédibilité aussi par rapport au sujet développé et exploité. Tandis qu'eux ils continueront ce délitement parce que de plus en plus, les gens croient de moins en moins les informations disséminées par ces médias traditionnels parce qu'on voit bien ils sont la botte de certains. Et les médias alternatifs tels que le vôtre, qui vous parlent clairement, j'ai envie de dire crûment, il n'y a pas de cacherie, il n'y a rien de tout ça. Le truc, il est clair, il est franc du collier. Et donc, ça permet aussi aux citoyens lambda qui ont envie de vérité, de plus de clarté, d'aller vers ces médias. Donc, d'un point à l'autre, ça permet tant aux médias alternatifs de prendre de l'ampleur et de prendre de la place, et aussi des gens comme nous qui sont invisibilisés au niveau des médias traditionnels, d'avoir une voie d'expression auprès de vous. Ok. Et... Si Pastèque est OK, Ouais. j'ai une dernière question de Vas-y. relance. Il n'y a aucun problème, vas-y. Parce que du coup, si on se met d'accord sur le constat que les médias traditionnels reposent sur des logiques de marché, donc dans lesquelles elles mettent en avant des thématiques qui font déjà consensus, ou en tout cas qui sont déjà médiatisées, en fait. Elles relancent des sujets où elles savent qu'ils vont marcher. Donc, elles excluent les Outre-mer parce que juste, il n'y a pas parce que ça ne vend pas pour l'instant. Est-ce que là, au milieu de tout ce débat qu'il y a en ce moment avec la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, est-ce que l'audiovisuel public, qui lui est en théorie n'est pas censé être soumis aux dynamiques de marché et du coup pourrait utiliser sa position de ne pas être obligé de vendre tout le temps, est-ce que tu constates que l'audiovisuel public a une approche différente ou pareil que le reste sur les enjeux qui est autour des Outre-mer? Non, c'est kiff bourrico, hein, je ne cherche pas. Ok. C'est la même chose au niveau des médias publics. De toutes les manières, on avait à l'époque ce qu'on appelait la chaîne France O, qui était dédiée effectivement à la visibilité des Outre-mer.
Emmanuel Macron, en arrivant, a éteint cette chaîne-là en disant oui, non, mais ça allait être diversifié sur les Ouais. autres chaînes du groupe de France Télévisions. Mais en fait, c'était une grosse supercherie. On a simplement disparu des écrans, puis voilà. Ouais, il y a la première maintenant, c'est ça, qui traite des territoires ultramarins. Sur chaque territoire, Ouais. mais un petit peu dans l'Hexagone, mais principalement. Oui, bah typiquement, oui, c'est pas dans les chaînes de TNT, du moins accessible facilement. On pourrait par exemple virer CNews et mettre la première, pour être un premier pas. Non, moi tout à l'heure j'allais rebondir sur quelqu'un du chat qui disait sur le foncier et sur les traitements, qui disait très colonial comme façon de faire. Et du Ben coup, oui, si on rebondit sur toujours cette vision des médias, dans l'actualité des dernières années, il y a eu 2 événements très médiatisés. Il y a eu le cyclone Chido à Mayotte et il y a eu les mouvements sociaux en Kanaki en 2024. Et c'est vrai que sur ces 2 éléments-là, sur la Kanaki, les plateaux de télévision, c'était uniquement donner la parole aux loyalistes en Kanaki et jamais donner le point de vue des Kanaks, jamais faire venir un spécialiste du sujet, mais toujours donner finalement une espèce de vision métropole coloniale sur il se passe ceci dans ce territoire très éloigné, mais ne vous en faites pas, nous sommes là, c'est géré, etc. En déshumanisant le mouvement social. Et sur le cyclone Chido, il y avait beaucoup de gens, notamment sur Internet, qui disaient le traitement est catastrophique. Si ça avait été en Ile-de-France, ça aurait été différent. Je me souviens de Macron qui va à Mamoudzou et qui dit ah, vous êtes content d'être français quand même, sinon ce serait quand même plus la merde. Donc en gros, dites merci. Dites merci. Et donc, ouais, il y a ce côté vraiment paternaliste et mise sous le tapis des sujets avec vraiment cet angle très comment dire, retour à Pierre Messmer et compagnie il y a dans les années 60, quoi. bon, en tout cas, je vois que Pastek, il a bien travaillé le sujet. C'est bien ça. J'ai du temps. je révise bien, j'imprime bien. Mais non, en vrai, ça m'avait marqué à l'époque déjà, et donc là, c'est intéressant de revenir sur ces thématiques-là et de poser, enfin, ouais, de le remettre un petit peu sur comment on peut faire évoluer le traitement de ces sujets, mais sur les chaînes privées, ben, il n'y a pas de démocratie interne, ou très peu, c'est compliqué. Non, mais de toutes les manières, moi, en fait, on se berce pas d'illusions. On se dit, c'est à minima les chaînes privées qui ont une logique à elles pour leur fonctionnement, je peux l'entendre. Mais là où ça me pose un problème, c'est que lorsque on a les chaînes publiques et qui ne permettent pas l'expression plurielle à l'échelle de la nation, plus précisément, et sur n'importe quel sujet, la seule différence qu'on pourrait dire à ce moment-là, c'est que dans l'Hexagone, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver. Bon, ça ne veut pas nos territoires. Euh, vous avez la saison sèche et la saison des pluies. À La Réunion, il y a quand même été, hiver, des moments où c'est froid, il faut mettre la doudoune aussi, hein, faut pas croire. Donc, hormis ces différences de température, soit on est dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, les sujets du quotidien sont les mêmes. Sont les mêmes. Pouvoir d'achat, Oui. chômage, retraite, logement, transport, ce sont les mêmes sujets. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un individu, parce qu'il viendrait des territoires ultramarins, serait moins qualifié pour parler des sujets de la nation. D'autant plus qu'on siège sur les mêmes bancs, on vote pour les mêmes lois. Donc, c'est ça qui est véritablement discriminant. Donc, par la posture même des médias et même du monde politique et des institutions aujourd'hui, ben, de facto, on est sur le banc des remplaçants. Ouais, évidemment. Est-ce que tu as une question à poser? Sinon, j'en ai si jamais Elias. Moi, j'aurais aimé creuser un petit peu sur la Kanaki parce que Ouais. moi, contrairement à Pastèque, j'ai un peu moins, j'ai bossé un peu, mais je suis un T'as peu bossé, plus. arrête, t'as bossé. J'aime bien, en tout cas, j'aime bien la posture un peu plus, qui connaît moins parce que ça permet aussi de se mettre à la place d'une partie des viewers qui connaissent pas forcément une partie des sujets. Eh bien, j'ai vu que le 2 avril, donc ça c'est très récent, l'Assemblée nationale a repoussé via une motion de rejet préalable, donc ça c'est la technique classique pour faire en sorte qu'un sujet soit d'abord discuté en commission mixte paritaire et pas à l'Assemblée, enfin dans l'hémicycle. L'Assemblée nationale, le 2 avril, a repoussé via une motion de rejet préalable le texte issu de l'accord de Bourgival-Élysée qui concerne un projet de loi constitutionnelle sur la Kanaki, Nouvelle-Kanaki. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui contient cet accord? Parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont entendu parler de cet accord, mais qui ne savent pas ce que c'est. Et aussi pourquoi le FLNKS, qui est le mouvement de libération kanak, pourquoi il s'y est opposé? Alors, tout simplement, c'est parce que
l'accord sur lequel repose ce texte de loi constitutionnelle, donc le fameux accord de Bougival. Il y a un souci avec l'accord de Bougival. Il faut juste se rappeler que lorsqu'ils sont rentrés en conclave à Bougival pour travailler, pour essayer d'arriver à un accord, à la fin de ces discussions, donc à l'époque, c'était Manuel Valls qui gérait les discussions. Notre meilleur Euh, ami. Oui, On super. l'adore ici, on l'adore. Et donc, à la fin, il y avait la question des signatures. Donc, l'engagement qui avait été pris collectivement, c'était quoi? C'était celui-ci, c'était, bon, on signe un préaccord, OK, qui permettra à chacun de retourner sur ses bases et de discuter, d'apporter les modifications nécessaires s'il y en a, et ensuite, in fine, avec la venue de Macron et de Valls qui était programmée, il y aura une signature définitive ou pas. Et donc, tout le monde s'engage là-dedans, ainsi que le FNKS. Ce qui se passe, c'est que moi, où est-ce qu'ils signent ce préaccord? Derrière, l'Élysée communique accord historique, Bougival, ça y est, on l'a enfin Oui. trouvé. Et en fait, cette communication-là va mettre le feu aux poudres. Parce que nul ne va comprendre, en tout cas au niveau des Kanaks, de se communiquer, parce que ce n'est pas ce qui était validé. Et ensuite, dans l'explication et les envolées lyriques de certains, ça va être dit, oui, mais vous avez signé, on est tombé d'accord. Alors, non, 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 non. Ce n'est pas ce qui avait été prévu. Et donc, automatiquement, voyant la supercherie, le FNKS se dit, ben, nous, on se retire parce que ce n'est pas ce qui était acté. Bon, au-delà de tout ça, ça continue. Nous, au niveau de la délégation, on décide d'auditionner Emmanuel Valls après qu'il ait été débarqué du ministère des Outre-mer. On l'auditionne et lorsqu'on lui pose la question, et là, il le dit ouvertement, oui, c'est vrai, c'est un préaccord qui avait été signé, même si, il conclut en disant, oui, mais même si on savait que c'était pour finaliser un accord. Je dis, ouais, mais sauf que, était-ce un préaccord ou pas en vue de retourner, de discuter et d'apporter les modifications nécessaires? Et là, elle répond, oui, c'est vrai. Donc, si vous avez l'ancien ministre qui était dans les discussions qui vous dit officiellement au niveau de la délégation, oui, c'est vrai, c'était un préaccord, même si on savait qu'on allait aboutir à un accord final. Sauf que les gens ont bien validé un préaccord. Donc, certains, n'ont pas respecté la signature du préaccord et ont fait comprendre que c'était un accord définitif. Donc, elle est là la tromperie, elle est là la supercherie, d'où que le FNKS s'est retiré, n'était pas d'accord avec Bougival. Ok, bah, je comprends beaucoup mieux. Et qu'est-ce qu'il contient, genre dans les grandes lignes, l'accord, il y a quoi dans Oui, cet ben, accord? l'accord, c'était surtout le fait de bouger, comment on appelle cela encore, d'aller vers une modification constitutionnelle pour faire bouger le corps électoral qui est gelé depuis les accords de Matignon-Oudinot. Et donc, là, une volonté de faire bouger le corps électoral pour faire intégrer à minima les natifs du territoire. Il y a Parce qu'eux, ils peuvent aussi pas voter. Non, en fait, depuis les accords de Matignon-Oudinot, ils ont figé le corps électoral qui a été validé au niveau de la Constitution pour permettre effectivement à ce qu'ils aillent vers les référendums pour aller vers l'autodétermination. Okay? Donc, il est rédacté que les personnes qui arrivent entre-temps dans le pays ne peuvent pas se positionner pour décider de l'avenir concernant l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie Kanaki. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le corps électoral est figé. Entre-temps, effectivement, il y a des gens qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas et qui aspirent aussi à participer à l'avenir du pays. Sauf que les Kanaks, qui sont le peuple historique, le peuple premier de la Nouvelle-Calédonie Kanaki, disent oui, mais attendez, nous, on veut un accord global, on veut que l'on nous assure un certain nombre de choses. Et donc, pour faire bouger le corps électoral, donc pour permettre à un peu plus de personnes à voter sur ces grandes questions-là, et ce corps électoral est valable que pour 2 types d'élections. En fait, pour la consultation pour l'autodétermination, donc les référendums, et pour les provinciales. Par contre, pour les questions de maire et pour les votes concernant les législatives et présidentielles, c'est tout le monde qui vote. Tout le monde. Donc, c'est pour 2 scrutins bien précis, il faut bien le rappeler. Donc, d'où il y a cette tension-là. Il y a aussi cette fameuse, en fait, dans les accords Matignon-Oudinot, il y a sur le fait que comme la province sud est la province la plus développée, où est-ce qu'elle est par le tissu industriel, il y avait une clé de répartition qui permettait d'avoir une solidarité avec les autres provinces. Donc, dans cet accord-là, ils revoyaient cette clé de répartition. Bon, il y a un tas de choses qui bougeaient en fait dans cet accord-là.
Et sur certains nombres de lignes, c'était OK. Sur la question de l'impôt aussi, donc l'impôt n'était plus centralisé au niveau du gouvernement tel quel. Maintenant, l'impôt était prélevé au niveau des provinces. Mais automatiquement, ça va créer un déséquilibre non négligeable. Donc, il y a plein de petits sujets comme ça, de détails, qui faisaient que, bon, voilà, ça mérite encore matière à discussion. D'où le fait de signer un préaccord et pas un accord définitif. Ok, Et, merci d'avoir expliqué. Et du coup, la situation actuellement, où est-ce qu'on en est sur ce sujet depuis le début du mois d'avril? Est-ce que tu sais s'il y a des avancées prévues là à l'agenda, par exemple? Alors, aujourd'hui, au moment où je vous parle, donc, après le rejet par la motion préalable du texte qui était porté par le gouvernement, il y a eu des discussions, il y a encore des discussions qui se tiennent entre le gouvernement et les différents partis politiques de la Nouvelle-Calédonie Kanaki. Au moment où je vous parle, ce qui est acté pour l'instant, c'est qu'il y aura les élections provinciales avant le 28 juin, puisqu'elles doivent avoir lieu le plus tard le 28 juin, mais elles auront lieu avant le 28 juin. Et ce qui est acté aussi, là, il y aura des discussions, c'est sur le corps électoral. Est-ce qu'il y aura un corps électoral gelé tel quel, ou s'il y aura des bougées? Donc là, il n'y a pas trop de sorties. Mais ce qui est sûr pour l'instant, dans les discussions qu'il y aura même des élections provinciales qui auront lieu avant le 28 juin. Ok. Est-ce que tu as une question là? Parce que j'allais. Non, on peut passer à Ouais. un autre truc. Ouais. Parce que tout à l'heure, je voulais rebondir sur quelque chose que tu disais. Tu disais on est en première ligne, notamment sur plein de sujets, l'écologie et autres. Et tu as rédigé un projet de loi en novembre dernier par rapport au mercure en Guyane. Parce que les populations du Haut-Maroni, si je dis pas de bêtises, sont très exposées. J'ai vu pas mal d'articles à ce sujet. Et donc, on voulait parler un peu de santé publique dans les territoires ultramarins, parce qu'il y a eu notamment deux qui me viennent et qui sont, je dirais, peut-être à tort les plus médiatisés, mais c'est le chlordécone dans les Antilles et du coup le mercure en Guyane. Et j'arrive au bout de ma question. Je m'en mets les pinceaux tout seul. Non, mais c'est bien le contexte parce que Ouais, le voilà, chat, mais ça c'est pour contextualiser voilà, pour le chat. Ouais. Et donc voilà, je veux juste qu'on parle de santé publique, parce que dans la difficulté d'accès au territoire ultramarin, tu parlais tout à l'heure de pouvoir d'achat, des problématiques que tout le monde a. Et voilà, on voulait te poser cette question sur ce projet de loi et que tu nous expliques un petit peu ce qui se passe au niveau du mercure en Guyane. Et après, on pourra peut-être élargir sur le chlordécone dans les Antilles. Ouais, moi j'ai une question sur le chlordécone. Ouais. Ok. Alors, sur la question du mercure, depuis les années fin années 80, on sait que les garimpeiros, donc les orpailleurs illégaux qu'il y a dans la forêt guyanaise, donc c'est les chercheurs d'or qui viennent majoritairement du Brésil, donc d'où le nom garimpeiros en portugais qui veut dire simplement minier. Hein. Et donc, ces garimpeiros donc, qui pratiquent l'orpaillage illégal, pour avoir l'or lorsqu'ils récupèrent les terres, en fait, pour amalgamer le tout, ils utilisent du mercure. Et le mercure interdit dans l'exploitation parce que le mercure pollue lourdement. Et donc, depuis les années 80, on sait qu'il y a déjà du mercure en fait, dans les terres guyanaises. Mais là, en fait, avec l'utilisation qui en est faite régulièrement par les garimpeiros, donc le mercure va polluer la faune et la flore locale. Et donc, depuis les années 80, on sait que les populations qui vivent particulièrement aux abords des fleuves Maroni ou Yapop sont empoisonnées très lourdement au mercure du fait de leur paillage illégal. Et donc, ces personnes-là qui consomment effectivement beaucoup tant l'eau et que les produits des fleuves, donc le poisson en grande majorité, cela a une incidence sur la santé. Donc, on a pu voir des maladies déclenchées, des malformations congénitales, des problèmes cognitifs chez les enfants. Donc, là, on est vraiment sur un empoisonnement massif sur des populations entières. Nous sommes en 2026. 2026. Il n'y a jamais eu autant de sites d'orpaillage illégal qu'aujourd'hui. D'accord? Dans les opérations que le gouvernement a pu mettre en place, donc ils ont appelé ça d'abord opération Anaconda. Après, c'était Harpie 1, Harpie 2, Harpie 3. Nous, on leur a déjà dit, en fait, qu'on ne peut pas continuer de la sorte. Il faut éradiquer l'orpaillage illégal. Sauf que la doctrine du gouvernement, c'est de contenir l'orpaillage illégal et pas de l'éradiquer.
Donc, nous, on leur dit ça pose un problème. On ne veut pas que vous conteniez les 10 000 garimpeiros qu'il y a dans la forêt guyanaise. On veut éradiquer ce fléau parce que c'est un fléau. Donc, le texte de loi que je porte, c'est pour, je l'espère, mettre un coup d'arrêt à l'empaillage illégal au travers de moyens supplémentaires et consécutifs pour effectivement déclarer la guerre à l'empaillage illégal et arrêter l'empoisonnement massif au mercure qu'il y a. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que il y a une non-volonté de la part de l'État de régler le problème. D'accord? Mais Pourquoi? ça, c'est toujours. Mais parce que si vous voulez régler le problème, ça fait longtemps qu'ils l'ont réglé. Souvent, je te donne l'exemple. À un moment donné, l'État, le gouvernement avait la capacité à projeter des milliers de soldats pour faire la guerre, pour lutter contre les djihadistes, entre guillemets, Oui. sur le continent africain. Donc là, on est en train de nous dire, aujourd'hui, nous, Français, qui sommes en Guyane, qu'on ne peut pas éradiquer 8 à 10 000 gramperos qui pillent, donc à minima 10 tonnes d'or par an, qui polluent, qui tuent parce qu'il y a des attaques meurtrières dans la forêt guyanaise pour l'or, justement. Et à cause de cet empaillage illégal, il y a ce qu'on appelle le phénomène de faction brésilienne qui s'est installé sur le territoire guyanais. Donc maintenant, on parle de criminalité organisée. Et donc, qui braquent, qui tuent, qui font du chantage, tout ce genre de choses-là. Ce qu'on ne connaissait pas. Et c'est du fait d'abord d'avoir laissé l'empaillage illégal s'installer, se développer sur le territoire guyanais. Donc, il y a une faillite du régalien sur la question. Donc, on ne protège pas les hommes et les femmes d'un territoire parce qu'on laisse se propager un tel fléau. Mais après, plus singulièrement, si vous regardez bien, vous avez eu les essais nucléaires en Polynésie. Jusqu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un texte de loi de ma collègue Mérane Arretabello pour qu'il y ait une meilleure prise en charge des personnes qui auraient été soumises au nucléaire. Vous avez eu le chlordécone aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, avec des non-lieux donnés par des cours de justice, qui est un scandale. Mais même l'État ne prend même pas ses responsabilités. Oui. Emmanuel Macron a même dit non, mais en fait, ce n'est pas lié au chlordécone, le cancer, c'est pas ce que les scientifiques disent. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se foutre la gueule du monde, excusez-moi l'expression. Et là, vous avez maintenant le mercure en Guyane depuis les années 80. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Si vous preniez ces problèmes-là, que vous les transposiez sur le territoire hexagonal, est-ce que vous pensez sincèrement qu'on en parlerait toujours de la sorte? Ouais, c'est vraiment choquant. Moi, Ouais. surtout sur les orpailleurs illégaux, c'est, enfin, comme tu le décris, c'est vraiment quasiment des mafias quoi, qui s'organisent Mais et c'est tout. ça, Et si, en c'est fait, quand ça. tu vois le décalage du discours du gouvernement, enfin, pas que du gouvernement, je pense qu'il y a plein de partis qui ont cet angle mort total par rapport à la Guyane, c'est qu'il y a vraiment, Non, on a, si on a jamais un il y avait gouvernement qui ça, nous joue de la flûte. Ce sont oui, des oui, joueurs oui. de flûte. Oui, oui, eh bah, gouvernement, je suis sûr. Après, il y a peut-être d'autres partis, c'est un angle mort, je sais pas. En vrai, je sais pas. En tout cas, pour le gouvernement, on est totalement d'accord qu'ils savent très bien, hein. Mais c'est fou quand même la différence de traitement. Si jamais il se passait la même chose sur le territoire Ouais, ça. hexagonal, on aurait Darmanin et Laurent Nunez qui restent sur place. Ils vont dire on va faire des nouvelles lois Non, mais, anti-orpaillage. non, mais Ah, ça, oui. vous voyez, vous, des Garimperos polluer la Seine pendant 40 ans et personne ne bouge? Bah non. Quand Ouais, Bah c'est même, non, clair. quand c'est même, quand même. impossible. Mais même, genre braquer des gens, causer des maladies, détruire l'écosystème et tout, jamais de la vie. Avec C'est des ça. gens, en plus, si c'est des gens qui viennent d'un autre pays, quoi. La France, vu le gouvernement actuel, ils seraient les Oui. premiers à leur sauter dessus, à leur dire oh, ils viennent nous piller nos ressources, ces Allemands. Enfin, non, enfin là, ils ne prendraient pas les Allemands, mais ils prendraient, je sais pas, moi, des Algériens ou quelque chose comme ça. C'est fou, la différence de traitement, elle est vraiment aberrante. Ouais, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les territoires ultramarins, ils sont bien utiles pour se revendiquer sur tous les continents, mais derrière, c'est juste c'est juste des résidences secondaires pour l'État finalement dans sa perception des choses. On les a, on a ça, c'est très bien, on a des territoires, on a des espaces maritimes à nous, on a des pouvoirs d'influence dans certaines régions, mais ça s'arrête là, quoi. Oui, Population la derrière, population à l'intérieur, c'est comme c'est si elle ça. n'existait pas, quoi. Ouais. Et sur le Et la Non, chlordécone, mais on voit que c'est nature. pareil. de toute façon, écoutez, la France a un passé esclavagiste et colonial. Oui. Donc, Ah, on pourrait parler des pensées coloniaux, mais ouais. moi, je pense vraiment que c'est le système c'est l'héritage de toute cette histoire-là qui n'a jamais été soldé à l'échelle de la nation. Ouais. Oui. Parce qu'aujourd'hui, Oui, on a oui. toujours voulu mettre des choses sous le tapis sur la question de la réparation Oui. et les non-indemnisations des anciens esclaves.
non-réparation à beaucoup d'échelles. Et on voit que le système qui est issu de ces histoires-là, il perdure. Ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Les faits sont têtus, c'est tout. Oui. Et là, quand je dis ça, je ne suis pas sur une idéologie particulière. Moi, on m'a dit à ma naissance, David est français, t'es un Français. D'accord? Mais moi, je vous dis, c'est en arrivant dans l'Hexagone pour faire mes études et tout, de mon plus jeune âge, que j'ai appris c'est quoi être noir. Hein. C'est pas quand j'étais chez moi. Hein. Mm. Être noir avec des réflexions, avec. En fait, en grandissant, et aujourd'hui, plus aujourd'hui encore, c'est confirmé, on a l'impression, en fait, si vous voulez, vous êtes une famille, et vous êtes comme un enfant illégitime. Tu n'es pas voulu, mais tu es là, en fait. Donc, on te tolère, mais prends pas de trop grands aises parce que tu n'es pas chez toi, en vérité. Donc, à partir du moment que tu me fais ressentir ça, au bout d'un moment, je vais te dire, bon, ben, t'es bien mignon, mais en fait, on va arrêter, OK? Et puis, chacun va se driver. Et c'est là Mm. que le problème, c'est que l'État sent que les choses se tendent sur nos territoires parce que nous ne sommes pas traités comme de véritables Français. Mais maintenant, au-delà de le dire, il faut juste que l'État le confirme. À partir Ouais. de là, chacun prendra ses décisions. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Hein. Mm. Si je suis dans une famille, elle me fait comprendre que je ne suis pas le bienvenu, je m'en vais ailleurs. Hein. Je ne vais pas Mm. forcer le truc. Hein. Donc Ouais. maintenant, l'État qui est dans son système, on a beau leur dire ce que vous faites, ce n'est pas acceptable, ce que vous faites n'est pas respectable. Rappelez-vous de l'histoire, il faut évoluer, il faut avancer ensemble. S'ils ne veulent pas Mm. l'entendre, bon, il faudra passer à autre chose. Ouais. J'ai deux questions qui vont dans des sens différents, mais je pense que c'est peut-être mieux de finir la question sur le sujet un peu autour de la santé publique et tout. Et après, j'ai une autre question par rapport à la mémoire coloniale et les jours fériés sur la commémoration de la traite esclavagiste. J'ai une question là-dessus plus tard, mais du coup, pour en revenir à la santé, au début du mois d'avril, tu as porté une tribune qui vise à reconnaître la responsabilité de l'État sur les scandales du chlordécone et à mieux indemniser les victimes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les enjeux autour de ce scandale, sachant, moi je peux expliquer très vite fait ce que c'est le chlordécone, comme ça on est un peu sur la même base. En gros, le chlordécone, c'est un insecticide qui est utilisé dans les bananeraies, notamment en Guadeloupe et en Martinique, qui a été utilisé jusqu'au milieu des années 90. Et ça cause tout un tas de problèmes de santé, c'est cancérigène, ça cause de l'infertilité, ça pollue les sols pendant des années et des années. Je crois, là, j'ai lu que ça pourrait continuer à circuler dans les sols et les sédiments des Antilles pendant 4 à 11 000 ans, que la pollution des sols entretient une contamination sur toute la chaîne alimentaire. Donc, vous doutez bien des dégâts sur la biodiversité et tout. On dit qu'il y a plus de 90% des adultes de Guadeloupe et de Martinique qui présentent aujourd'hui des traces de chlordécone dans leur organisme. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à rédiger cette tribune et quelles seraient les conséquences de la tribune? Qu'est-ce que tu exiges du coup de la part de l'État sur sa responsabilité et sur l'indemnisation? Mais il faut juste revenir au fait générateur. Lorsque le chlordécone est interdit dans l'Hexagone des années 80, 90, l'État exonère, en fait, autorise les, 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 les béquets dans les Antilles à utiliser ce poison. Vous l'interdisez sur le territoire hexagonal, mais vous autorisez les autres à utiliser pour c'est lunaire, écouler hein. leur stock. Non, mais j'ai dit, non, mais Mais ça rend fou. tout le monde clair, sait ouais. que c'est cancérigène, il faut l'arrêter. Donc, on l'interdit en France hexagonale. Mais comme c'est là-bas, bon, allez-y. Encore une fois, l'esprit colonial. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ils sont là-bas, c'est loin. Bon, en plus, c'est une bande de noirs. Bon, OK. Écoulez votre stock. Donc, en gros, vous dites aux gens, ben, écoutez, c'est du poison, mais vous pouvez continuer à les utiliser. On verra après. C'est loin d'ici. C'est ce que moi, je retiens. Et la tribune que l'on fait, c'est pour faire entendre et voir et comprendre ça à l'échelle de la nation, pour que les Françaises et les Français puissent comprendre que non, on ne peut pas décemment continuer à utiliser ce genre de procédé. Parce qu'à un moment donné, ils ont même reconstitué leur stock avant de terminer l'utilisation. Donc, ils utilisent ce qu'ils avaient, ils reconstituent un stock et continuent à l'utiliser. Donc, ce n'est pas possible, en fait, ce n'est pas entendable. Il n'y a pas de sous-hommes ou de sous-femmes sur nos territoires. Il faut les respecter en tant que tels. Et à partir du moment où l'État a donné le feu vert pour utiliser le produit, l'État est responsable. On peut en dire ce qu'on veut, mais ce n'est pas nous qui avons utilisé, ce n'est pas nous qui avons épandé. Je m'en fiche royalement.
s'il n'avait pas donné l'autorisation, il n'y aurait jamais eu cette contamination massive à l'échelle de 2 territoires complets et de 90% des populations concernées. Donc, c'est un empoisonnement de masse, massif. Et pour des décennies à venir encore, vous avez donné les noms de différentes maladies chroniques maintenant qui se sont déclarées sur ce territoire-là. La Martinique est le territoire français où il y a le plus de cancers de la prostate. Record du monde sur un territoire comme celui-ci. Mais j'ai dit, il faut arrêter les bêtises. Je me demande vraiment si à un moment donné, l'État prend conscience de la situation. Et donc, pour moi, ils sont encore dans des dispositions intellectuelles qui vient vraiment, on va dire, alimenter toujours ces impensés coloniaux, parce que sinon, on n'en serait pas là. Et je rappelle que le moment sur la tribune aussi, c'est par rapport aux décisions de justice, qui date du 22 juin, qui venait encore une fois de donner une décision qui est incompréhensible à venir, donc sur une décision à venir pour le 22 juin. Donc, ça rend incompréhensible ce genre de situation-là. Et l'État, lorsqu'on fait cette tribune-là, l'État, au-delà de la justice, l'État dit, écoutez, on a fauté, maintenant, il faut réparer, tout simplement. Ouais. Et c'est là qu'on voit que l'État, en fait, n'assume pas ce qu'il a fait, et deux, continue à jouer à l'autruche sur un sujet aussi grave. Mais comment la justice peut donner des non-lieux? Enfin, comment ça se fait que la justice qui est censée être indépendante aboutit à des non-lieux? Enfin, moi, je suis naïf, Non, mais moi, mais je ça dis me, déjà la justice, ça me rend... j'ai fait une mission sur la justice. J'ai fait une mission d'enquête sur le fonctionnement de la justice et ses dérives. Je peux vous dire aujourd'hui que la justice qui est censée être un pilier pour le bon fonctionnement de la société, la justice, elle n'est pas aveugle, elle est borne. Selon qui vous êtes, vous serez jugé différemment. Donc, à un moment donné, ce sont toutes ces personnes qui sont dans leur robe noire, qui rendent la justice. Ça, à un moment donné, tôt ou tard, la chose vous rattrape. Hein. Donc, c'est bien beau de dire non-lieu par-ci, non-lieu par-là. Il y a prescription, il n'y a pas prescription. La plupart du temps, c'est qu'il faut donner non-lieu pour une question de prescription. Mais la question là, sur le volet moral, on sait qu'il y a une faute. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut réparer. Donc, l'État se cache derrière les décisions de justice. Mais excusez-moi, c'est un épouvantail, ça. Parce que c'est dingue. Mais en fait, c'est fou parce que la justice a cette image d'indépendance et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, si jamais elles suivent ça de loin, elles se disent bon, bah, à faire plier, c'est qu'il n'y avait rien à regarder, circuler, il n'y a rien à voir. Oui, il y a ma maman dans le chat qui parle de la charte sociale européenne. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. La charte sociale européenne qui va entrer en vigueur demain dans les Outre-mer. Demain. C'est ça. Ouais. Alors, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, ça veut dire, en fait, parce qu'il y a des associations qui essaient d'attaquer l'État au travers de la Charte sociale européenne, donc au niveau de l'Europe, pour dénoncer le comportement de l'État envers nos populations. Donc, la réponse de l'Europe, donc la structure qui s'occupe de ça, a dit, écoutez, on ne peut pas vous répondre puisque la Charte sociale européenne ne s'applique pas chez vous. Donc, le fait de mettre en place maintenant je rappelle qu'elle existe depuis fin des années 60, hein, cette Charte européenne, hein. Et à chaque fois, c'est l'État français qui a refusé d'inclure les territoires d'outre-mer. Donc, à force de répéter, ils ont fini par lâcher prise là à partir du 1er mai. Donc, ils ont fait envoyer le courrier pour intégrer nos territoires, et pas tous, une partie. Et donc, ça veut dire que maintenant, toutes les associations qui veulent effectivement porter des sujets sur les choses primordiales pour nos territoires, telles que l'accès à l'eau potable, toutes ces choses-là, maintenant, ils pourront le faire. Et là, on verra les réponses que fera l'Europe. Mais en fait, les réponses qui seront faites ne seront pas contraignantes. Ce seront des propositions appuyées pour que la France fasse ce qu'il faut pour ces populations concernées. Mais au moins, il y aura encore une institution extérieure qui pourra peut-être soutenir même si ce ne sera pas contraignant, au moins ça fera un levier de plus. C'est exactement ça. Ouais. Au final, tu parlais d'impensé colonial, on a quand même l'impression, avec tout ce qu'on dit tout à l'heure, qu'il est quand même bien pensé. C'est quand même très, très conscientisé de la part de l'État, parce que tu disais les institutions sont construites comme ça, finalement. Elle date de 1958 pour la 5e. C'était pensé comme ça a été construit comme ça. Et là, pour parler des décisions de justice, c'est un nouveau sujet qui est mis sous le tapis et face auquel on regarde pas notre passé et on fait pas notre critique. Juste, il faut que je précise un petit truc. Si jamais la réunion s'arrête dans 5 minutes, on va recréer un nouveau lien juste pour pouvoir finir tranquillement notre discussion. Juste que vu qu'on n'a pas la version payante de Teams, bah, voilà, au bout d'une heure, il faut recréer un nouveau lien. Mais voilà, on le renverra tout de suite après. Normalement, d'habitude, il nous laisse quand même plus longtemps. La dernière fois, on a pu faire plus longtemps.
Pastèque, tu as une question? Oui. Sinon, moi, je peux embrayer sur la question des jours fériés qui m'intéressent. Oui, vas-y, tu voulais poser, Ouais. vas-y, après. Moi, j'ai appris que, vu que là, on est en pleine discussion sur le 1er mai, là, dans le discours médiatique et tout, le 1er mai qui est attaqué par le gouvernement, qui veut le retour du travail volontaire le 1er mai et tout. Et du coup, moi, je pense que c'est important quand ce genre d'acquis sociaux sont attaqués, je pense que c'est important que non seulement les défendre, mais aussi proposer peut-être de décaler la fenêtre d'Overton vers dans l'autre sens et dire, pourquoi pas ne pas rajouter d'autres jours fériés. Moi, j'ai appris que du coup, dans certains territoires d'outre-mer, il y a un jour férié qui... attends, je vais trouver le nom exact de ce jour férié. C'est des jours de commémoration de la traite de l'esclavage et de leurs abolitions. Et du coup, en fonction des différents territoires, c'est une différente date parce que ça s'est fait à des dates différentes. Donc, ils ont choisi des C'est dates le temps différentes que pour... le traité avec le bateau qui avait le traité arrive sur chaque territoire. C'est pour ça que ça Mm. part Ok. de mai à décembre. Donc Ah, Ok. mai c'est au niveau de Guadeloupe, ouais. Martinique. Ensuite, mois de juin en Guyane. Et après, Ok. mois de Mm. décembre à La Réunion. Ok. Ouais, et du coup, ma question, c'est, bon, elle peut paraître bête, hein, mais c'est peut-être que ça permet d'aller un peu plus loin. C'est pourquoi est-ce que ce jour férié n'existe pas en France hexagonale? Et qu'est-ce que ça dit de notre rapport à notre histoire coloniale et à la traite esclavagiste et à la mémoire qu'on porte sur ça en France? Ben, mais tu mets le doigt dessus. Il faut juste se rappeler. Moi, je l'ai dit en fait au préalable, c'est que on est sur un fonctionnement qui sert à invisibiliser, à ne pas rappeler l'histoire telle qu'elle a eu lieu et à jouer les hypocrites. La loi Taubira, votée le 21 mai 2001, a instauré la journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage le 10 mai. Aujourd'hui, pourquoi le 10 mai n'est pas un jour chômé au niveau national pour que tous Françaises et Français puissent savoir pourquoi ce jour-là est chômé. Depuis dans Bien les sûr. écoles, dans les lycées, dans les facultés, dans le travail, ben c'est le 10 mai, c'est chômé parce que la France a une histoire esclavagiste et coloniale à l'heure actuelle et que beaucoup de Français et de Français ne connaissent pas malheureusement. Donc, pour certains, ou en plus grands noms qui sont vénérés en France, pour certains, mais c'était des bourreaux pour nous. Oui. Dans notre histoire, c'était des Bien bourreaux. sûr. Donc, l'histoire française, il y a toutes ces choses-là et il faut pas vouloir la masquer, il ne faut pas vouloir l'effacer, il ne faut pas s'en détourner, il faut qu'on puisse l'affronter collectivement afin qu'on se dise, oui, effectivement, il s'est passé ça, mais je sais ce qu'il s'est passé à un moment, mais il ne faut plus que jamais que ça arrive. Parce que je vais vous dire quelque chose, lorsqu'on commémore effectivement les jeux de commémoration de la Shoah comme ça, Mhm. c'est parce qu'il ne faut plus jamais ça, et je suis d'accord avec eux. Donc, lorsqu'on instaure le 10 mai, mais le 10 mai doit être une journée chômée nationale parce que dans l'histoire française, la France a eu des ports négriers, il faut le Ah oui, rappeler. oui. Donc, de ces ports négriers français, donc les esclaves arrivaient, étaient transportés pour les voyages outre-Atlantique pour aller servir dans les colonies. Donc, en tant que main-d'œuvre, était réduit en des marchandises, je rappelle, par rapport au Code noir qui était écrit par qui? Par Colbert. Colbert qui trône tout son corps et assis à l'entrée de l'Assemblée nationale. C'est Donc, vrai. tout le monde dit, ah ben Colbert, c'est un illustre personnage de la République française. Ouais, mais sauf que Colbert, ben, il a un côté sombre aussi, c'est lui qui écrit le Code noir. OK? Donc maintenant, voilà, il y a ces deux faces d'une même pièce. Et donc, tant que la France aura cette hypocrisie, ce non-respect de son histoire aujourd'hui, on aura toujours ces moments assez compliqués à gérer à ce niveau-là. Pastèque, tu veux continuer pour Je- qu'on tende petit à petit vers la fin? Ouais, non, j'allais rebondir ouais, sur le fait de regarder notre histoire par rapport à la colonisation. Il y a souvent, oui, non, de toute façon, c'est même typique ouais, de tout le passé colonial de la France, quelles que soient les anciennes colonies. Je vois, moi qui suis de Marseille, sur l'Algérie, ça a toujours été quelque chose. Moi, je me souviens de mon prof d'histoire en terminale qui avait dit j'ai le choix de faire ce sujet. Il dit la guerre d'Algérie, on va pas la faire parce que il disait en gros c'est trop compliqué. Mais au contraire, je pense que c'est hyper important de faire face à notre histoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, vous voulez effacer. Non, en fait, il faut pas effacer. Il faut confronter et juste
apprendre et apprendre ce qui s'est passé, ce que l'État français a pu faire par le passé, ce que l'État français avait institutionnalisé et rendre justice au final, faire de l'éducation et rendre justice derrière. Et en effet, il reste 1 minute de la réunion, Elias. Je sais pas si Ouais, vous- bah, la enfin, dernière fois, on s'est pas fait couper, mais bon, de toute façon, il faut qu'on conclue petit à petit. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Davy? Oui, Non, déjà, en une fait, question. bon, en tout cas, merci pour ce que vous faites. Mais tout ce que moi j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que au travers des Outre-mer, la France est un rayonnement mondial. Si vous enlevez les Outre-mer, la France restera simplement un pays qui constitue l'Union européenne. Et sauf que nos territoires, la France n'a jamais eu de regard stratégique pour nos territoires. On a des positionnements géopolitiques qui permettent ce rayonnement-là, mais en matière de stratégie, que ce soit dans la diplomatie, dans la partie économique, dans la partie écologique, dans tout ce qui est la biodiversité, toutes ces choses-là, nous ne sommes pas armés et structurés pour que ça puisse avoir un rayonnement international. Donc, tout ce qui peut arriver aujourd'hui, c'est que la France risque de perdre tous ces territoires-là. Et elle est en chemin pour le perdre. On est sur le bon chemin. Et elle ne pourra s'en vouloir qu'à elle-même. Parce que certains qui ont des velléités indépendantistes dans nos territoires, aujourd'hui, de plus en plus, il peut y avoir du raisonnement parce qu'en fait, les gens voient comment ils sont traités. Et ce n'est pas de l'idéologie quand je dis, ce sont vraiment des faits. Quand vous passez votre temps à maltraiter les gens, ça ne passera plus. Je vous donne un exemple concret pour illustrer, et ce sera la fin de mon propos. On l'a expliqué récemment avec le député Castor que ça fait plus de 5 siècles que la Guyane est française. La Guyane est française avant même des régions qui sont dites, même qu'avant la Savoie ou avant le sud de la France. Et donc, en 500 ans de présence française en Guyane, la France a construit 500 km de route. 500 ans, 500 km. 1 km par an. Donc, on leur dit qu'il y a des communes qui sont enclavées, isolées, il faut faire les routes et que ce n'est pas sérieux. Et donc, ils posent la question dans l'hémicycle. Et à l'époque, c'était la ministre Guévenoux, Marie Guévenoux, qui était ministre des Outre-mer. Et elle répond, écoutez, on a prévu de faire une piste améliorée pour désenclaver telle partie. Nous, on leur dit, non, on ne veut pas de piste améliorée, on veut des routes bitumées comme se doit, afin que n'importe qui puisse se déplacer en Guyane. Et comme elle était mécontente, elle a eu comme réponse à nous dire, écoutez, une piste améliorée, c'est mieux que rien. Donc, en gros, il faut être content. Donc, Oh là c'est là. pour vous dire l'intérêt qui est porté pour nos territoires et leur aménagement. Ah, c'est une honte. Ouais, mais sinon, tout cas, vas-y, merci beaucoup. Je vois que le chat il est reconnaissant aussi. pardon. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Merci pour votre engagement. Pour moi, c'était vraiment, vraiment bien. J'ai vraiment apprécié la conversation. Du coup, merci Tant d'avoir mieux, pris alors. ce temps et de prendre le temps de parler aux streamers parce que moi, je pense, je te rejoins sur ce que tu as dit au début, c'est que les streamers et les médias indépendants jouent un rôle très important parce qu'on propose un contre-discours qui n'existe pas, qui C'est ça. n'arrive pas à Ouais. exister dans les médias traditionnels et il faut que des personnes comme vous acceptent de venir nous parler. Je pense que c'est important et tu as raison. Je pense que tu as raison sur ta pensée que c'est comme ça qu'on peut essayer de faire monter ces sujets-là et que peut-être qu'un jour ils seront traités aussi par les médias traditionnels quand ils se rendront compte que de plus en plus de gens s'y intéressent et qu'on y soit le plus sensibilisé possible. Et moi, pour moi, et pour Pastèque aussi, mais pour moi, c'est un Oui. exercice important parce que j'ai grandi dans l'Hexagone et que j'ai grandi avec Pareil. tous les biais qui viennent avec. Et moi, il faut que j'apprenne aussi sur ça et que j'intègre C'est plus ça. les enjeux des Outre-mer dans ma couverture de l'actualité, tout simplement. C'est bien comme ça, après, on pourra le refaire sur d'autres sujets, même au niveau nationaux et autres, mais c'est bien de parler des biais qu'il y a déjà effectivement dans l'Hexagone, parce que là, on parle de déconstruire quelque chose qu'il y a afin de reconstruire, et cette reconstruction-là, elle ne pourra se faire que si, un, on est tous au même niveau d'information, et que deux, on a cette volonté d'aller vers un destin commun pour l'amélioration de toutes et tous. Donc, tant qu'on ne sera pas là-dessus, ça va poser problème. Mais en tout cas, moi, je suis à disposition, en tout cas, pour le Avec refaire à n'importe quel plaisir. moment. Avec plaisir. Moi, j'ai C'est encore des possible milliards de choses ouais. à parler. Ouais, On ouais. a commencé de parler des colonisations, etc. C'est des sujets qui sont hyper importants. Ils sont hyper importants à aborder. Donc, je pourrais parler encore 2 heures. Je pourrais encore parler des heures et des heures de tout ce qu'on pourrait se dire en effet. Donc, avec plaisir. Avec grand plaisir. Mais on pourra revenir sur les sujets, en tout cas, qu'on a abordés, sur la question du chlordécone. Mm. Après, n'hésitez pas, même sur des sujets dits nationaux, pour avoir le regard, effectivement, d'un ultramarin, entre guillemets. Mais j'estime être français aussi.
Et vous allez vite voir qu'en fait, on a des approches qui sont différenciées parce qu'on a déjà effectivement une expérience sur ces choses-là et qu'on on est résilient bien plus que certains peuvent penser. Eh bien, Trop cool. Bah, moi, merci beaucoup. peut-être que je sauterai sur cette opportunité dans pas très longtemps. Ça roule. Ok. Merci Bon, bah, beaucoup. on Merci à raccroche vous, et Pastèque, Elias. Portez-vous bien. Bonne continuation, les gars, pour Pareillement. ce que vous faites. Et puis, merci encore. ciao. Merci à toi. Merci à toi. Ciao. Merci le chat. Portez-vous Oui, bien. le chat dit merci aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se rejoint en voc, Pastèque? Oui. Ou bien, vu qu'il est parti, on peut rester là. Oh ouais, c'est vrai. Bon, bah, on s'est pas fait couper encore une fois, c'est cool. Non, ouais, c'est bizarre ce qui est marqué, ça va s'arrêter. Très étrange. Très très étrange, je suis redevenu un Minimoise, c'est rigolo. C'est vrai que c'est rigolo l'habillage de Teams. Ouais, moi j'ai rajouté ma cam normale du coup par-dessus parce que. Ah oui. Bon. Non, c'était très intéressant, très content déjà des retours, des quelques messages du chat que je vois. Très bien, bah c'est bien, nickel.